j'ai peur, mais j'y vais. Mais moi, j'ai toujours ce discours en tête, c'est les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende. Moi, je sais que mon comptable, elle arrête pas de me citer mon année 2021 comme étant le saint graal à retrouver en termes de marge. Je lui dis, mais en fait, vous avez pas conscience que, ok, la marge était incroyable. Moi, derrière, il y avait moi en burn-out. Courir plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. Donc, il faut aussi savoir quelles sont les bonnes stratégies à chaque fois. Je pense que c'est toxique à quel point on regarde les autres sans connaître le contexte. Je suis aujourd'hui avec Aline Bartoli, que vous connaissez sûrement sous The Bee Boost. Aline, c'est cet entrepreneur qui fait tellement de choses. Aline, tu as un podcast avec plus de 3 millions d'écoutes. Tu as un compte Instagram avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tu viens de racheter une boîte. Tu as un programme qui a accompagné 10 000 personnes. Tu organises un événement aussi. Comment tu fais tout ça? Et bonjour Jérémy, bah c'est vrai que quand tu dis les choses comme ça, même moi je me dis waouh, est-ce que c'est moi qui fais tout ça? On attaque dans le dur là direct, comment est-ce que je fais tout ça, c'est ça? Bah ouais, tranquille, écoute, de toute façon, si les gens qui font du montage derrière, ils ont envie de bidouiller quelque chose de différent de ça, mais moi j'aime bien pas traîner une demi-heure sur l'intro et puis qu'on commence à papoter, quoi. Bah écoute, franchement, vas-y, je suis à fond. Moi aussi, j'aime bien aller droit au but. D'ailleurs, c'est peut-être une des premières clés, c'est aller droit au but, passer à l'action, ne pas trop réfléchir. Et bah, tu vois, t'as cité plein de choses dans ton introduction, mais une des choses que tu as dit qui est ma grosse actualité du moment, c'est que je suis en train de racheter l'entreprise et c'est la première fois que je fais ça. Et évidemment, je connais rien, donc évidemment, j'apprends au fur et à mesure. Et on l'a annoncé à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, il y a moins de 48 heures. Et j'ai j'ai plein de gens en fait qui viennent en DM sur Instagram et qui me disent mais Aline, mais comment tu fais, mais t'as pas peur, etc. Et je leur dis mais bien sûr que si, j'ai peur. Enfin, genre j'ai jamais fait ça, c'est beaucoup de sous, c'est une grosse responsabilité de reprendre un business. Mais je pense que mon mantra qui m'aide beaucoup et qui explique aussi qu'on fait plein de choses chez The Bibou, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Tu vois, pour paraphraser un grand film de la culture française, j'ai peur, mais j'y vais. Et je pense que c'est cette capacité à se dire ok, en fait, on a envie de se fixer des challenges, on a envie de se fixer des défis. On n'a pas toutes les réponses avant de se lancer, mais c'est ok. On va trouver les réponses au fur et à mesure. Et puis, si on les trouve pas, on trouvera des gens qui auront les réponses autour de nous. Donc, c'est vraiment en mode, j'accepte de pas tout connaître, de pas tout contrôler, et je fonce. Voilà. C'est une réponse déjà hyper intéressante. T'es une des premières, je pense, en France et pays limitrophes, dans le monde du coaching, infoprenariat, un peu personal brandé, un peu incarné, à racheter une boîte. Qu'est-ce que ça implique? Quelles questions tu t'es posées? Est-ce que tu t'es posé justement cette question de personal branding, de devoir gérer 2 boîtes, etc. Enfin, dans plein de domaines de l'entrepreneuriat, c'est des choses qui sont complètement normales. Les boîtes se rachètent entre elles, j'appelle ça de la croissance horizontale, il y en a plein, ou de la croissance verticale, il y en a plein de tous les côtés. Mais dans nos mondes, c'est quand même pas si évident que ça, puisque la plupart des boîtes sont très incarnées par leurs fondateurs, se rachètent pas bien, ou alors on a peur de se défocus, etc. Quel était ton cheminement par rapport à ça? Effectivement, c'est très juste. Quand, bah, Charlotte, la personne à qui je rachète l'entreprise et moi, on a commencé à parler de ce rachat, on s'est dit: «Bah, on va se renseigner autour de nous, qui a déjà fait ça?» Bah, pour pouvoir lui poser toutes nos questions, savoir comment est-ce qu'on price, une telle entreprise, comment est-ce qu'on fait la transition et cetera et en fait, on s'est retrouvés un petit peu embêtés parce que comme tu l'as dit, en fait, il y a quasiment personne qui a fait ça, en tout cas dans le milieu de la formation en ligne, de l'infoprenariat, du personal branding, du coaching et cetera. Personne l'a fait, enfin, en tout cas, on pensait que personne l'a fait. Après, on a quand même entendu d'autres histoires comme quoi certaines personnes l'ont fait. Et je pense tout particulièrement à mon ami Julien Musique qui m'a dit, bah si, Aline, moi Ouais. j'ai racheté des boîtes de closing et tout et tout. C'est vrai que j'avais pas pensé, je le savais pas à l'époque. Et après, il est revenu vers moi en me disant, Aline, comment oses-tu dire que personne ne l'a jamais fait avant vous? Moi, je l'ai fait. Je fais, ah oui, c'est vrai, bah, je n'étais pas au courant. Mais oui, c'est vrai que ça se fait assez, pardon. C'est vrai que ça se fait assez peu. En fait, je pense et ça, c'est peut-être un premier élément de réponse que le personal branding ne peut pas se démultiplier, tu vois? Ton personal branding, Mmh. il est lié à toi, à ton temps, parce que c'est ton temps d'image de marque, c'est ton temps de création de contenu, c'est ton temps de présence sur les réseaux sociaux et ça, tu peux pas le faire fois 50 000 boîtes. Donc c'est pour ça que The Bee Boost est construit autour de mon personal branding, mais que la boîte que je rachète aujourd'hui, donc qui est Postadem de, Charlotte, Apieto. Déjà Charlotte, ça fait plusieurs années
qu'elle travaille à détacher son personal branding de sa boîte. Donc ça, c'est un travail, effectivement, il y a encore un petit peu d'attachement, il y a encore un petit peu des ponts, etc. Mais grosso modo, aujourd'hui, la boîte tourne quasiment sans elle. Enfin, sur les 20 produits présents chez Postadem, il n'y en a que 4 qui ont été créés et tournés par Charlotte. Le reste, c'est d'autres formateurs. Et cette boîte que je rachète, je ne compte pas mettre, moi, mon personal branding dessus. Parce que comme tu dis, on ne peut pas démultiplier le temps non plus. Et si jamais je devais mettre du personal branding sur Postadem aussi, ça voudrait dire en enlever chez The Bee Boost. Et je suis sûre que c'est la pire chose à faire parce que à courir plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. Donc, il faut aussi savoir quelles sont les bonnes stratégies à chaque fois. Donc, The Bee Boost va rester du personal branding avec un gros effort en termes de focus temps de ma part dessus. Postadem, pour le coup, ce sera complètement détaché de mon image de marque. C'est intéressant. Mais effectivement, tu vois, The Bee Boost, moi, en tout cas dans ma tête, moi, dans ma perception extérieure, tu vois, c'est encore très rattaché à toi. Pour autant, Non, mais ça le restera, ouais. Ouais. Postadem, je l'ai découvert, je crois, avant même de savoir qui était Charlotte. Et en fait, ensuite, derrière, je l'ai vu sur tes stories, sur celle de PB ou des choses comme ça. Mais effectivement, la marque, j'ai l'impression, est plus forte que son branding à elle. Alors que sur The Bee Boost, c'est pas que ta marque personnelle est plus forte que The Bee Boost, tu vois, mais c'est juste, j'ai l'impression que c'est plus intrinsèquement lié, en fait. Mais tu l'as extrêmement bien résumé, c'est ça, hein. The Bee Boost, c'est 100% du personal branding et c'est une volonté de ma part, c'est un kiff de ma part aussi, ça restera comme ça. Alors que Postadem, pour le coup, déjà Charlotte, avant même d'avoir envie de revendre, elle avait commencé à détacher ça parce qu'elle avait pas envie d'être sur les réseaux sociaux, elle avait elle-même, pour se préserver, pas envie d'être tout le temps visible. Et puis, bah, du coup, ça a forcément vraiment facilité le rachat parce que moi, j'aurais pas racheté une boîte qui était autant rattachée au personal branding de son fondateur que par exemple The Bee Boost l'est. Aujourd'hui, The Bee Boost, si je voudrais le revendre, ce serait invendable. Parce que The Bee Boost enlève Aline. Voilà quoi. Je regardais par curiosité il y a quelques temps déjà comment se valorisent les boîtes de formation, de coaching, etc., d'e-learning. Et ce qui est rigolo, c'est que une boîte d'e-learning bien pensée sans personal branding se valorise entre 4 et 9 fois son EBITDA globalement, donc son profit avant impôt. Et j'ai coché vraiment toutes les cases pour voir la mienne, tu vois. Et avec moi qui suis en personal branding, qui suis le dirigeant qui gère quand même pas mal de choses, le contenu qui est sur ma tête, le produit qui est sur ma tête, tout qui est sur ma tête, au final, si demain ma boîte elle était revendable, mais en vrai elle l'est même pas, hein, en fait elle vaudrait je crois 100 000 balles pour un million et demi quasiment de CA annuel. Et là je te dis ah merde, c'est pas terrible quand même. Bah, c'est vrai qu'il faut le dire, hein, le personal branding, c'est un super levier de croissance quand on se lance, parce qu'on sait que quand tu rattaches ta boîte à ton image, quand tu te montres, c'est ça qui vend, c'est ça qui attire, vs une boîte sans personal branding, tu vois. Donc oui, mais par contre, c'est vrai que si un jour tu as une volonté de revendre, c'est compliqué. Enfin, tu vois, j'ai eu le même constat que toi, c'est que dans tout le montage juridique, enfin, je te passe les détails, mais dans tout le montage juridique qu'on a mis en place pour faire le rachat, donc moi, j'ai dû créer une holding dans laquelle j'ai mis The Bee Boost, la holding va racheter Postadem, enfin voilà, tu vois, c'est un petit montage juridique comme ça. Et du coup, c'était très intéressant parce qu'on a dû faire une valorisation de The Bee Boost pour la mettre dans la holding. Bah, c'était le même constat que toi. C'est que la valo, elle était à plus d'1 million en propre, comme ça. Mais en fait, quand t'enlèves mon personal branding et que tu mets le facteur risque et tout, bah en fait, ça chute. Et surtout, ce que un acheteur va regarder, c'est combien il y a de sources de trafic. Est-ce qu'elles sont à risque ou pas? Est-ce qu'elles sont connectées au dirigeant? Est-ce que le dirigeant se paye ce qu'on payerait un CEO extérieur? Parce que ça, mine de rien, on n'en parle pas, tu vois, parce que nous, on a tendance à se verser des salaires normaux, se payer un dividende, des choses comme ça. Mais demain, il faut embaucher un CEO, c'est x3 de ton salaire de dirigeant la plupart du temps, avec les charges qui vont avec, et ça diminue encore les bidas. Et toi, t'as une audience qui est très organique, donc il y a moyen d'en faire plein de choses. Mais moi, par exemple, qui est une audience qui vient à 60-70% de Facebook Ads, si Facebook me vire, l'investisseur, il sait pas gérer autrement. Il y a plein de trucs comme ça qu'on regarde pas parce qu'on s'imagine pas vendre nos boîtes, parce qu'on s'imagine pas valoriser nos boîtes. Et c'est normal, mais c'est une démarche intéressante parce que tu me diras ce que t'en penses. Chercher à rendre une boîte revendable, même si tu veux pas la vendre, en général, c'est la stabiliser, c'est l'améliorer, c'est la rendre plus facile à piloter, c'est la rendre plus agréable dans l'ensemble. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un exercice hyper intéressant, ne serait-ce que pour repérer les failles, en fait, de notre entreprise, etc. Et la confronter à une vision du marché qui est pas celle de l'infoprenariat et de notre petit bac à sable à nous, on est vraiment dans notre bulle, mais de dire, bah, si un comptable ou si, je sais pas, un dirigeant du CAC 40 regardait ma boîte, qu'est-ce qu'il en penserait?
Et bah, avec toutes ces formules de calcul, etc., où on peut dire ce qu'on veut, qu'elles sont pas adaptées à nous, etc., bah, au final, on se rend compte quand même bah, de quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte comme la tienne ou comme la mienne, qui sont très orientées personal branding, elles sont inrevendables en l'état, parce que trop rattachées à notre image personnelle. Par contre, ce qui pourrait juste intéresser un acheteur, c'est notre base de données email, notre catalogue produit, Mm. nos clients, mais ce serait pas de racheter une boîte pour la continuer telle quelle avec l'image de marque qu'on a, quoi. Tu vois, ce serait juste pour certains de ces assets. Et puis ça vaut, Mais c'est mine de rien, pas passionnant comme si cher sujet. que ça, ces assets-là. Ouais, moi C'est j'adore. clair. Hein, je creuse ces trucs-là toute l'année. Effectivement, Julien avait racheté une boîte de closing à l'époque. Il me semble qu'il avait aussi racheté la boîte de David Venac, mais je crois qu'après ils ont fait machine arrière pour se Exactement. séparer. Ouais, j'ai pas les détails, mais effectivement, mais globalement, il y en a très peu qui le font. Je pense parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut le faire, beaucoup ne savent pas comment le faire, beaucoup ne sauraient pas quoi racheter. Et je t'écoutais récemment, je sais plus si c'est dans une story, un podcast, une vidéo, j'en sais rien. T'es partout, donc j'arrive plus à savoir où je t'ai entendu. Euh, qui disait, ça faisait longtemps que je voulais racheter un centre de formation. Et moi, c'est un truc pareil qui me travaille, tu vois, où je me dis, putain, si demain je rachète une boîte qui forme au métier de coach, donc vraiment expérience métier, putain, j'ai toute la chaîne de valeur, c'est quand même vachement bien. Et je suis comme ça en train de me Bah, dire, c'est ça. ouais, on verra plus tard, c'est pas si simple, il faut gérer 2 boîtes après et tout. Euh, Comment t'as prévu de piloter ça, de gérer 2 boîtes en termes de temps et de focus? Ouais, je pense que c'est la grosse question déjà que tout le monde me pose à raison et que je me pose moi aussi, Jérémy. Je vais être très honnête avec toi, j'ai pas toutes les réponses à l'heure actuelle, mais c'est le fameux, pareil, c'est j'y vais même si j'ai pas toutes les réponses et c'est devenu mon nouveau mantra. Avant, c'était mieux vaut fait que parfait. Maintenant, mon nouveau mantra, tiens-toi bien, c'est ça passe. Tu vois. Mais alors, je vais quand même nuancer un peu mon propos parce que j'y vais pas non plus comme ça à l'aveugle. Depuis que ce projet de rachat est en cours, moi j'ai quand même énormément diminué mes horaires de travail sur The Bee Boost. Déjà parce que j'avais envie de le faire à titre personnel, mais aussi parce que je savais qu'il y avait ce rachat qui arrivait. Donc j'ai beaucoup délégué, j'ai beaucoup structuré, etc. Donc certes, tu sacrifies une partie de ta marge, mais tu sais que c'est pour récupérer après du temps pour toi ou pour d'autres projets. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Et le second élément, donc en faisant ça, j'ai réduit, on va dire, ma semaine de travail à 30 heures par semaine sur The Bee Mhm. Boost, tu vois. Alors qu'avant, j'étais à 90, sans vacances, sans pause, sans rien du tout, quoi. Oh là là, c'est Et beaucoup ça. ensuite, oui, oui, c'était beaucoup, beaucoup. Mon corps, il a pas kiffé. Et la deuxième chose, c'est que Postadem, tel que Charlotte l'a structuré aujourd'hui, parce qu'elle aussi, elle avait tellement envie de donner d'importance à sa vie perso, c'est qu'aujourd'hui, Postadem, c'est une boîte qui tourne avec une journée de travail par semaine de la part de sa dirigeante. Hmm. Donc Charlotte bosse 5 à 8 heures par semaine max sur Postadem pour la faire tourner en l'état. Donc en fait, je récupère pas une boîte qui va me demander 90 heures de travail par semaine, mais je récupère une boîte qui, si je veux la maintenir en l'état, me demandera moins d'une journée de travail par semaine. Après, dans un second temps, évidemment, moi j'ai plein de projets pour la boîte. L'idée, c'est de continuer à la développer, etc., etc. Donc, ça va prendre plus de temps que ça. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, le puzzle s'embrique parfaitement pour me faire une semaine de travail conséquente, mais pas non plus insoutenable, sans me mener droit dans le mur, droit au burn-out ou me mettre en face d'une équation impossible, quoi. Ok, intéressant. Ce que tu as fait de le travail de structuration sur The Bee Boost et que Charlotte a fait sur Postadem, moi c'est quelque chose que j'ai fait en 2022 et jusqu'au début 2023, où je bossais comme toi énormément d'heures parce que j'étais un peu partout, j'étais le goulot d'étranglement d'un peu tout et tout. Et aujourd'hui, j'ai Ouais. fait un peu les calculs pour run ma boîte quand tout va absolument très bien, juste pour la stabiliser. Ça me prend 5-7 heures par semaine. Et si je compte les potentielles merdes Incroyable. qui peuvent arriver que je dois avoir à gérer, peut-être 15 par semaine maximum, mais pas plus. Et la réalité, c'est que je bosse actuellement 30-35 heures semaine, des fois 40, mais parce que je suis en croissance, je suis en train de faire 12 trucs, j'ai des nouvelles idées que je veux tester, la moitié servent à rien, mais j'ai envie d'aller les faire, et que du coup, je bosse autant d'heures parce que c'est mon terrain de jeu, mais la boîte à piloter en pilote automatique, 5 à 10 heures par semaine. Mais c'est pas simple à structurer comme Franchement, ça. bravo. Non. Ouais, puis ça coûte de l'argent, hein, ça qu'on va pas se mentir. Hein. Ouais. Quand tu fais ça, tu sacrifies. Moi, je sais que mon comptable, elle arrête pas de me citer mon année 2021 comme étant le saint graal à retrouver en termes de marge. Je lui dis, mais en fait, vous avez pas conscience que, ok, la marge était incroyable en 2021, mais que moi, derrière, il y avait moi en burn-out et j'étais obligée de. Enfin, c'était pas soutenable comme rythme et tout. Donc, franchement, j'admire que tu aies réussi à le faire pour ta boîte à toi, quoi. Ouais, mais j'ai aussi des marges qui du coup ont diminué. Et pour moi, c'est normal en fait. Il y a un moment, il faut choisir ce que tu valorises, le temps ou l'argent. Moi, aujourd'hui, je rentre dans une phase de vie où je valorise plus le temps que l'argent, même si de l'argent, j'en ai très confortablement. Hein. J'avais cette discussion avec Gérald Faure, que tu connais aussi, vous êtes dans des masterminds ensemble. Mm, mm. Euh,
sur l'EBITDA, donc le bénéfice d'une boîte en France bien structurée avec du monde, etc. Et finalement, on est assez vite très très loin des 50% que tout le monde nous clame sur Internet. Je pense que les bons élèves arrivent à faire 30, les moins bons vont faire du 10, 15, 20. Ça dépend des années, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ton réinvestissement. Et c'est OK en fait. C'est important, je pense, de dédramatiser ça aussi. Pas que des gens, tu sais, qui font 15% d'EBITDA sur une boîte en croissance se disent ah mais je suis une merde parce que machin il a dit qu'à moins de 50 on n'a pas de business. Ouais mais machin il a Dubaï avec zéro impôt. Ouais mais machin il fait tout seul, il a pas d'équipe. Ou alors il paye des gens au Bénin au lance-pierre. Il y a un moment, c'est bien de remettre le contexte aussi, je trouve. Ouais. C'est hyper important que tu le dises parce que moi j'ai fait partie de ces gens-là qui s'en sont un peu voulus en fait de dire oh là là j'ai que 25 ou 30% d'EBITDA, de marge de bénéfice, etc. Pourquoi est-ce que j'ai pas 50? Mais en fait 50 c'est possible quand t'es tout seul. Je vois pas comment, enfin je parle de manière en fil rouge, hein, c'est-à-dire pas forcément une année tu peux être à 50 et c'est génial, c'est trop bien, mais avoir plusieurs années de suite plus de 50% d'EBITDA, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est quand même une exception. C'est des exceptions et que effectivement, comme tu dis, le marché, alors c'est bien d'être à 2 chiffres, d'être au-dessus des 10%, mais déjà Oui. 15, 20, 25%, c'est déjà incroyable, quoi. Quand tu compares à d'autres industries où déjà être à 5% de croissance, c'est ouf pour eux. Moi, j'ai eu le déclic quand j'ai ouvert la boîte la première année et on n'a même pas fait une année complète et j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires avec 30-35% de Trop bien. marge, un truc comme ça. La première année, la deuxième, on a fait 750, on avait un peu moins de marge, mais on était encore confortable. Et je me souviens que j'ai le banquier au téléphone qui me dit mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tout cet argent? Moi, si vous perdiez pas trop d'argent les 2 premières années, j'aurais trouvé ça bien déjà. À côté de ça, l'expert comptable, quand je lui dis qu'on va x2 l'année d'après, elle me dit mais Jérémy, je peux pas défiscaliser autant moi, va falloir que tu payes des impôts. Oui, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on fait de la croissance. Oui, c'est le jeu, ça fait partie du Et on game voit et tout va que bien. et on voit que ces métiers traditionnels, quand ils voient nos chiffres, ils hallucinent. Et je pense que c'est important de temps en temps sortir de notre microcosme internet et de regarder les chiffres des boîtes normales en dehors en fait. Ça fait du bien en fait. Mais je suis hyper d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis et je trouve que c'est toujours rigolo d'expliquer à un banquier, à un expert comptable ce que tu fais parce qu'en fait, quand tu l'expliques, quand tu crées ou quand tu ouvres ta boîte ou quand tu vas demander un prêt ou un emprunt, etc., en fait, ils comprennent pas, mais ils te regardent de manière très sceptique, quoi, tu vois, en mode, ouais, c'est quoi en gros ces arnaqueurs, ces trucs, tu sais, eux, ils voient un peu l'arnaque au CPF ou ils voient un peu ces vendeurs de rêves en ligne parce qu'ils ont été targetés à titre perso sur leur compte Facebook en story, quoi, tu vois. Mais après, quand ils ont pris 24 mois, 48 mois de suivi de ta boîte et qu'ils voient les chiffres et qu'ils voient que tu fais bien les choses et que t'es pas là pour essayer de défiscaliser au maximum ou de pas payer d'impôts, mais que t'es juste là pour jouer selon les règles du jeu, mais que t'es dans un marché qui te permet en fait d'avoir une croissance incroyable. Là, je trouve que le regard change et je trouve que c'est assez cool, assez jouissif, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas si tu as vécu aussi la comparaison, même sur la croissance, tu vois, parce qu'on parlait là de marge et tout, mais même sur la croissance. Moi, je sais que par rapport à 2022, sur 2023, on va faire à peu près plus 60, plus 80% de croissance. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu Trop des bien. gens qui, Franchement, dans les mêmes félicitations, hein, ranges. parce que c'est beaucoup. Ouais, mais justement, tu vois, c'est ça le sujet. Dans les mêmes ranges de chiffre d'affaires, il y a des gens qui font du plus 150, plus 200, plus 300% dans nos sphères métiers, entre 1 et 3 millions. Et tu as vite tendance à te dire, ah, en fait, j'ai été nul. Non, j'ai pas été nul. Je fais plus d'1 million de chiffre d'affaires, je suis pas nul du tout. Je pense que c'est toxique à quel point on regarde les autres sans connaître le contexte. Est-ce que c'est un truc que tu as vécu aussi, toi? Ouais, ben, après, moi, je suis une grosse compétitrice, donc effectivement, aujourd'hui, quand je vais dans une soirée ou dans un événement networking et que je vois des petits gamins de 22 ans qui arrivent et qui en 6 mois ont fait 3 millions, quoi, tu vois, parce qu'il y en a, j'ai envie de dire, zut, moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi, tu vois. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu regardes un peu ce que tu as fait toi, tu te dis, c'est génial. Et tu vois, par exemple, pour te citer quelque chose de très concret, moi, je sais que cette année, avec The Bee Boost, la croissance, elle va être très faible, très, très, très faible, parce qu'en fait, les produits que j'avais prévu de sortir cette année ne sortiront pas parce qu'il y a eu le rachat. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à côté, je rachète une boîte qui va faire, je sais pas, un fois combien sur la valeur du groupe que je suis en train de fonder, et cetera. Donc, tu sais, tu peux pas regarder juste un instant précis, c'est-à-dire tu peux pas regarder juste une année comptable ou une seule donnée. Il faut vraiment regarder l'écosystème de tout le monde, déjà de tout un chacun. C'est quoi ton contexte? C'est quoi le contexte de la personne à côté? Qu'est-ce que toi, tu as fait que l'autre a pas fait, et cetera. Mais effectivement, la comparaison, juste sur le chiffre d'affaires ou sur la marge de croissance, pour moi,
aucun sens à part se culpabiliser quand tu es pas dans le 1% qui dégomme tout le reste de la planète, quoi, tu vois. Mmh. Je suis assez d'accord. Mais je le Et vis bien, justement, moi. tu parlais. Ça me dérange pas. Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça m'énerve, il y a des jours où je m'en fous. Bon. Il y a des jours où tu te dis qu'est-ce que je fais de mal ou il y a juste des jours où t'as juste envie de trucider tout le monde. Il y a des jours où je me dis que j'ai pas été assez bon, pas été assez ambitieux, j'ai pas assez travaillé, etc. Et puis il y a des jours où je me rappelle que moi cette année, le projet de l'année, c'était un enfant. Et que j'ai ma femme qui accouche dans quelques mois. Et j'ai mon équipe qui me rappelle régulièrement, ouais, mais si on n'a pas fait autant de croissance que d'habitude, c'est parce que au mois de juin, tu nous as dit on stoppe toute nouvelle chose et on structure et stabilise Mmh. l'entreprise. Et en fait, c'est juste ça. Et des fois, j'oublie que c'était une décision consciente. Et puis aussi la question, parfois, moi je sais que je me la pose, c'est que quand je dis ah nana, j'ai pas avancé assez vite ou quoi, c'est genre bah Aline avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus, tu vois, ou de différent. Et en fait, quand je regarde, alors je dis pas que je referais exactement la même chose à 100%, mais tu regardes quand 95% des choses que tu as fait parce que c'était comme ça, que c'était les meilleures choses à faire avec les données que tu avais à un tel moment et que tu as été au max de tes capacités, quelles qu'étaient tes capacités à ce moment-là, bah tu dis bah en fait OK, avec des si on referait le monde, mais au final quand je regarde en arrière, j'ai fait le maximum que je pouvais avec les ressources du moment, quoi. Mm. Je pense que c'est bien de se le rappeler ça. Aussi. T'as qu'un seul gros produit. Enfin, t'en as des petits autour, mais enfin, celui qu'on connaît le plus et qui fait la majorité de ton chiffre, il me semble que c'est la BSB Academy, que tu lances une fois par Ouais, an. tout à fait. Moi, quand je regarde ça, ça me fout une bouffée d'angoisse. Je me dis, on joue l'année sur un lancement, à un Ouais, moment, avec tout ce que ça ouais. demande de préparation avant, de suivi après. Euh, Comment tu gères ça nerveusement? Bah écoute, plutôt bien, parce que je t'avoue que jusque-là, on parlera de la suite après, mais jusque-là, moi, c'est un truc qui me challenge, qui me hype et que j'adore. Tu vois, j'adore me dire, alors, j'adore pas me dire je joue 80% de mon chiffre d'affaires sur 10 jours, parce que quand tu le formules comme ça, oui, c'est angoissant quand t'as des salariés, quand t'as une entreprise et tout, mais te dire, voilà, j'ai 10 jours pour exploser mes chiffres, j'ai 10 jours pour voler les spotlights sur Instagram et que tout le monde parle de moi, et j'ai 10 jours où je vais tout donner et pendant ces 10 jours, la moindre petite faille de mon business va ressortir. Donc, c'est hyper intéressant pour ça un lancement, tu vois, parce que ça met ton business dans une essoreuse. Et s'il y a un truc qui marche pas, bah, tu le verras à ce moment-là, il va péter à ce moment-là. Enfin, moi, ça me hype. Tu vois, c'est le genre de challenge qui me hype beaucoup et je fonctionne très, très bien sous adrénaline. Après, là, pour les années à venir, je suis aussi consciente de ce qui s'en vient avec le fait que j'avais avoir un second business à gérer, d'autres projets qui vont arriver et tout. Est-ce qu'on va continuer à faire un seul lancement annuel qui va faire 80% d'un chiffre d'affaires et moi me mobiliser un temps que je peux pas passer sur les autres projets, les autres business? Je suis en train de me poser la question. Donc c'est pas sûr qu'on continue sur un lancement annuel en 2024, 2025 et compagnie, quoi. Ok, Mais c'est sinon, avant, intéressant oui, je quand même. m'éclatais. Moi, ça m'impressionne parce que je vois ce que ça demande, tu vois, parce que je l'ai déjà un peu fait à un plus petit niveau que ça, mais je l'ai déjà un peu fait, donc je vois tout à fait ce que ça demande. Je vois la complexité, je vois la maîtrise de l'exécution que vous avez et de la planification stratégique et de la qualité. C'est-à-dire de l'extérieur, on a l'impression que rien pète jamais. Je suis sûr que de l'intérieur, vous avez tout qui déconne, mais nous de l'extérieur, on voit rien. Et je suis admiratif de ça parce que moi, j'ai un business à l'inverse, si tu veux, qui est assez stable mois après mois, tu vois, entre le plus gros mois de l'année et le plus petit, il y a 30-40% de différence. On a des clients qui restent toute l'année. Et donc, en fait, on n'a aucun gros volume d'un coup. Et donc, le business n'est pas soumis à rude épreuve. C'est juste que nous, on doit se demander intellectuellement régulièrement si on x10, qu'est-ce qui pète. Mais je préfère me le demander tout seul sans que ça pète, plutôt que de voir le truc qui implose devant moi. Qu'est-ce que ça demande en termes de planification et d'organisation, d'organiser ce type de lancement? C'est au moins 3 mois de préparation à temps plein. Mmh. Voilà, c'est sachant qu'aujourd'hui, on est une équipe de 4. Il y a 2 salariés, 2 freelance, donc les salariés sont à temps plein, les freelances ne sont pas à temps plein. Et ça nous demande 3 mois de préparation à temps plein. Après, aujourd'hui, le système, la machine est vraiment bien rodée parce que c'est un système sur lequel on itère chaque année. On réinvente pas nos stratégies de lancement à chaque fois. Donc, ça nous permet à chaque fois de rajouter des petites fioritures, des petites décorations supplémentaires. Mais ouais, c'est une grosse prépa. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais t'as qu'un seul lancement, bah du coup, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Tu te la coules douce. Bah, en fait, quand tu comptes les 3-4 mois de préparation, sachant qu'en plus, tous les 2 ans, je refais une refonte totale du programme qui me redemande, moi, personnellement, 2 mois de travail à temps plein quasi. Donc, quand tu regardes les 3-4 mois de préparation, les 10 jours de lancement et après les 5 à 6 mois d'accompagnement des élèves, bah, en fait, l'année, elle passe très, très vite. Hein. Ouais, j'imagine. Puis après, on a d'autres petits trucs qui arrivent dans l'année aussi.
Ouais, et puis mine de rien, à côté de ça, il y a The Bee Show, il y a Instagram, il y a le C'est podcast, il y ça. a les équipes. Ça fait deux, trois trucs quand même. Ouais. Il y a le rachat. Bah, là, tu vois, cette année, on devait lancer un mastermind et en fait, le mastermind n'a pas été lancé parce que l'opportunité du rachat s'est présentée. Mais sinon, on aurait lancé le mastermind cette année. Ok, intéressant. J'ai l'impression que des masterminds, il y a des périodes. C'est-à-dire que j'ai des périodes où j'ai l'impression que tout le monde lance des masterminds, et puis ensuite, il n'y en a plus aucun d'intéressant en France. C'est un enfer, il n'y a plus rien à faire. Et puis d'un coup, tout le monde en relance 10, et puis là, je sais plus où aller du coup. Euh, Est-ce que tu as observé ça aussi, et quelle était ta réflexion pour avoir envie de lancer un mastermind? Bah, c'est pas ma réflexion à moi, c'est celle de l'audience en fait, qui réclame Hmm, qui réclame, un produit plus avancé pour les gens qui font plus de 6 chiffres à l'année, qui sont à plus de 100 000, 200 000 € de chiffre d'affaires, qui veulent passer à étape au-dessus, qui veulent aussi avoir, alors dit comme ça, c'est assez prétentieux, mais qui veulent avoir un accès à moi plus direct. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en hmm. live dans mes programmes, mais il y a plus aucun moyen de travailler avec moi en individuel parce que j'ai juste plus le temps ni la bande passante, de prendre des clients en direct. Donc il y avait toute cette demande-là. Donc en fait, ça fait genre 3 ans, je crois, qu'on me demande ce mastermind et que j'ai envie de le lancer. Mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que les gens réfléchissent à un mastermind comme un produit de plus qu'ils lancent au catalogue. Et les gens et les masterminds qui durent et qui restent sur le marché, c'est des personnes qui ont compris que le mastermind, c'est un business à part entière. Tellement ça demande de Hmm. ressources, tellement ça demande de préparation, tellement ça demande de suivi, etc. Et les seuls masterminds qui perdurent, et j'ai en tête, bah, tu vois, tu connais très bien Squared avec Romain Collignon, c'est des gens qui ont fait de leur Ouais. business entier des masterminds, et c'est les premiers à dire, mais ça demande un temps et une bande passante de ouf à gérer. Ils ont des équipes qui font que ça toute l'année. Donc les gens qui pensent qu'ils peuvent lancer un petit mastermind et le gérer comme ça à raison de quelques heures par semaine, c'est assez utopique. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça ne perdure pas, quoi. Parce que soit eux se brûlent à essayer de faire tourner le truc en plus de tout le reste dans leur business, soit ils se retrouvent à pas délivrer autant de valeur que des gens, bah forcément, hein, qui font ça à temps plein. Et bah du coup, les clients, ils restent pas plusieurs années de suite. En tout cas, c'est ma vision du truc. Non, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que tu viens de dire, peut-être sans te rendre compte, le truc le plus important avec ça. Et je pense que c'est pas assez dit, c'est pour ça que je veux le souligner. C'est qu'un mastermind, c'est un business model, c'est pas un produit. Ouais, exactement. Et c'est là qu'on voit les masterminds effectivement qui durent, et ceux qui font une année, 2 années et qui disparaissent. La plupart, s'ils font 2 années, c'est déjà miraculeux. En général, ils font une année, hein, ils font une édition, et puis ensuite, on n'entend plus parler. Même à l'international, il y a plein de gens qui en ont fait des très très cool. Hein. Je pense à Quantum de Sam Ovens, qui était très très connu, mais qu'il a arrêté parce que ça prenait du temps et qu'il s'est concentré sur d'autres choses. Aujourd'hui, les masterminds un peu plus connus sont aux US, avec des gens comme Cole Gordon, comme Brian Moncada, comme Charlie Morgan et des gens comme ça. Et on n'y a pas tellement accès en plus en Europe. Euh, c'est vrai que ça manque un peu ce genre d'environnement chez nous, je trouve. Même s'il commence à y en avoir quelques-uns qui deviennent intéressants. Puis il y a une demande Je de pense, fou, hein. ouais. Mais peut-être aussi que si ça manque, c'est par rapport à la réalité du business model, par rapport à la France, tu me diras ce que tu en penses, où il y a beaucoup moins de gens qui font plus que 7 chiffres, en fait. Il y en a même assez peu, finalement. Il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à payer 20, 30, 40, 50 000 pour un événement annuel. Et donc, à partir de là, trouver assez de personnes qui payent le bon prix auquel tu arrives à être rentable, bah, c'est pas si simple. Je suis d'accord. Et tu vois, ça me fait sourire parce que je suis d'accord avec toi. Et je pense que les personnes qui sont prêts, enfin, qui font par exemple plus d'1 million et qui sont prêts à mettre 40, 50 000 dans un mastermind, etc., bah, ces personnes-là sont déjà clientes de mastermind dont les Mm. fondateurs, c'est leur business model à temps plein. Et tu vois, moi, la réflexion que j'avais vis-à-vis de moi-même et de mon propre mastermind, c'est de me dire, je peux pas aller me frotter à ces gens-là. Parce que eux, c'est leur boulot à temps plein. Moi, ce sera pas mon boulot à temps plein. Ils sont là depuis plusieurs années. En termes d'efficience, en termes de 20-80, j'ai aucun intérêt à essayer d'aller détrôner des gens qui sont là depuis des années, qui font que ça de leur journée. Par contre, je me dis, il y a un énorme gap dans le marché, il y a un énorme trou avec une demande de malade mental. C'est des gens qui disent, Aline ou Jérémy, on fait 100, 150 000 € l'année, on veut un mastermind, on peut pas payer 25 000 parce que bah, c'est littéralement un quart de notre chiffre d'affaires, ça n'a aucun sens, mais on est prêt à mettre 8 000, 10 000, qu'est-ce que vous nous proposez? Et là, je me dis, là, il y a rien qui existe sur le marché, tu vois, il y a un truc de fou à inventer. Donc, la réflexion dans laquelle je suis actuellement, c'est plutôt, bah, comment est-ce que tu t'adresses à cette cible-là qui est trop avancée pour une formation en ligne et qui en a déjà suivi, mais des milliers, des cents qui n'en peuvent plus, pas assez avancé en termes de chiffre d'affaires pour pouvoir mettre 25, 30, 40 000 € dans un mastermind. Et ils sont là en train de brandir leur petite carte bleue en mode on veut un mastermind adapté pour nous. S'il vous plaît, faites quelque chose, quoi.
Moi, j'ai créé un produit sur ce range-là, qui est pas une formation en ligne, qui est un programme d'accompagnement, parce que bon, de toute façon, chez nous, on sait faire que ça, où c'est du petit groupe, avec des mentors qui sont des experts, ou dans un coaching de groupe, c'est pas du live, c'est du Zoom, donc en fait, tout le monde peut ramener sa science s'il a envie, s'il a un truc intéressant à dire, ou même s'il a un truc pas intéressant à dire, parce que vu l'ambiance, ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai choisi de pas le faire sous format mastermind, parce que le niveau de livraison qu'il faut pour appeler ça mastermind, moi je m'en sentais pas capable en fait. Parce que j'aime pas l'événementiel aussi. On pourrait en parler de l'événementiel aussi. Quand tu es habitué aux Mais, marges et à la mais je facilité vais t'en de parler. l'infoproduit. Je vais t'en parler de l'événementiel, justement. On est obligé de parler de The Bee Show. J'écoutais, je crois, ton podcast sur le débrief du premier que tu avais fait. Et Oui. de tout ce que tu avais vécu en termes de coûts inattendus, de rentabilité de l'événement, d'organisation, etc. Est-ce que tu peux nous résumer ça en quelques mots et nous le débriefer un peu? Ouais, donc c'est vrai que The Bee Show, c'est mon séminaire que j'enregistre. Oh le lapsus, que j'organise sur 2 jours sur Paris pour les entrepreneurs. Donc c'est vraiment un événement présentiel qui met un petit peu les petits plats dans les grands. C'est genre des conférences, du networking, une grosse soirée à la fin, etc. Où vraiment on sort les grands moyens. L'idée, c'est de donner aux gens les connaissances, mais aussi le contexte pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour networker entre eux, pour trouver leurs prochains clients, leurs prochaines collaborations, leurs prochaines opportunités, grandir tous ensemble, se mettre des petites baffes mindset parce qu'on adore ça grâce à des conférences, des experts, des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Et j'avais toujours eu envie d'organiser ça. On a fait le premier à l'automne 2022. Et ça a été une catastrophe financière pour mon business parce que j'ai vu les choses tellement grands que je me suis retrouvée avec un trou dans la trésorerie de 60 000 euros. Et le truc là, c'est que, alors, grâce à Dieu, j'avais une trésorerie qui me permettait largement d'encaisser ça. Donc en fait, ça n'a pas du tout mis en danger ni le business, ni le bilan comptable de l'année. Enfin, tout allait bien. Mais moi, d'un point de vue mindset, je m'en suis rendu compte, je crois que c'était moins d'une semaine avant l'événement, ça m'a mis au fond du trou. Ça m'a mis au fond du trou parce que j'ai vécu ça comme un échec en tant que dirigeante. J'ai eu la sensation d'avoir échoué sur mon rôle de leader financier de mon entreprise, d'avoir permis d'avoir un aussi gros trou de trésor de se mettre en place sans même que je m'en rende compte. Donc ça a été très difficile, très 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 difficile pour moi à vivre d'un point de vue état d'esprit. Et puis c'est vrai que quand t'es entrepreneur, t'as envie d'être rentable, c'est le truc que tu fais. Donc sur un événement, t'acceptes de pas être trop rentable parce qu'on sait que c'est impossible. On sait que c'est impossible, à moins de servir aux gens des figolus à la pause, tu vois. Mais enfin, c'est quand même très compliqué. Et je sais pas pourquoi je te parle de figolus, genre les biscuits oubliés que personne ne connaît, tu vois. Ça c'est quand on était petits, ça. Moi je connais. Mais ouais, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que du coup, d'un point de vue mindset, ça avait été assez difficile à gérer pour moi. L'événement avait été un succès, hein, c'était pas le problème. Mais moi, après, je me retrouvais avec un trou de 60 000 balles dans ma trésor et j'étais en mode qu'est-ce qu'on a mal fait, pas fait, ou fait pas comme il fallait, quoi. J'ai toujours entendu tous les gens qui font de l'événementiel, tu vois, que ce soit ceux qui font du taille moyenne ou des grosses choses comme toi t'as pu faire, comme on peut les voir chez David Laroche, chez Cédric Anissette, etc. Et après, je suis pas dans le cœur de leur business, hein, donc si je fais que des suppositions, mais moi tout le monde m'a toujours dit, de toute façon, l'événementiel, c'est à perte, c'est du ROI long terme, Ouais. c'est de l'image, c'est de la captation pour ta com, c'est de la création de communauté, de créer un moment fort, mais de toute façon, tu paumes de l'argent dans ce truc, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que les seules personnes qui arrivent à se rentabiliser sur un événement, en fait, c'est des personnes qui font ce que moi je refuse de faire. Donc après, il y a aussi que moi qui peux m'en vouloir de pas être rentable. C'est des gens qui vendent, en fait. À la fin de leurs événements, il y a un pitch ils vendent leur mastermind, il faut une promo sur leurs produits, ils vendent un programme un peu particulier, etc. Enfin, David Laroche, il fait beaucoup ça. Anicette, il fait beaucoup ça aussi. En fait, c'est comme ça que tu rentabilises ton événement, c'est en vendant un produit à la fin. Moi, j'ai refusé de le faire sur la première édition parce que j'avais rien à vendre. Et on m'avait dit, mon mastermind m'avait dit oui, mais crée un truc en last minute. Et j'étais en mode, mais enfin, je suis dans un état émotionnel et physique où j'ai à peine la force de me lever de mon lit le matin, me demande pas de créer un nouveau produit. Et en fait, là, j'y ai réfléchi pour cette année parce qu'on vient de clôturer, là, il y a quelques jours, on vient de faire la 2e édition du séminaire. Et en fait, je me disais en termes d'expérience client,
moi, j'ai pas envie de vendre un truc à la fin. Tu vois, genre, moi, ça me fait chier quand je suis dans un séminaire et qu'à la fin, je me tape 1 heure de pitch commercial sur un truc que je sais que j'ai pas envie d'acheter. Il y a des gens après qui courent et qui se ruent et tant mieux pour eux et je suis contente pour eux. Mais je me dis, moi, les valeurs que je véhicule et la manière dont je vois mon événement, si je fais un événement pour les gens, je dis pas que je le ferai jamais parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi rentabiliser ces événements, mais j'avais pas envie de vendre. Donc, tu vois, là, je m'avance peut-être un petit peu sur ta prochaine question, mais c'est très drôle parce que cette année, sur le bichot de cette année, on est aussi à 60 000 € de perte. Tu vois, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, comme c'était Mmh. maîtrisé, comme j'étais au courant avant, comme je sais que ça ne met pas en danger les finances de l'entreprise, j'étais contente. Enfin, contente. On se calme. Hein. J'étais pas en mode ouh 60 000 € de perte, tu vois. Mais j'étais ok avec ça. Donc c'est aussi marrant de voir que d'une année sur l'autre, un même événement, tu peux avoir une perception mais totalement différente. Voilà. C'est intéressant et effectivement, aux US, c'est très, très, très admis de pitcher pendant un event. D'ailleurs, il y a des personnes qui se sont spécialisées en étant des intervenants pré-pitch, c'est-à-dire qu'ils viennent faire un talk qui est censé juste chauffer les gens sur le pitch qui va arriver avant. T'as Myron Golden aux US qui intervient beaucoup chez Russell Brunson, qui est un gros spécialiste de ce truc-là. En France, j'ai l'impression Oui. que c'est très, très mal vu, mal perçu, mal reçu. Et moi-même, quand on m'a pitché un peu malgré moi dans des événements auxquels j'avais payé pour assister, euh, en fait, c'est pas que j'ai pas envie qu'on me vende des trucs, j'aime bien en plus dans l'idée, mais je trouve que c'est toujours mal amené, c'est toujours maladroit, ça fait toujours très forcing, et qu'en fait, personne n'a trouvé comment le faire correctement. Ouais, mais moi, j'ai toujours ce discours en tête, c'est les gens adorent acheter mais détestent qu'on leur vende. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est assez juste et on a cette mentalité en France où quand t'as déjà payé pour un événement et puis généralement c'est assez cher. Enfin moi je sais que mon événement c'est 500 € les 2 jours, c'est pas cher pour quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui est dans ses premières années d'entrepreneuriat. Tu rajoutes à ça le prix du transport, le prix du logement, c'est sur Paris, ça te revient vite à 800 000 € le week-end et vite c'est un gros effort financier. Et donc quand tu payes ça, tu as un super événement, mais qu'à la fin on essaye encore de te vendre un truc, tu as envie de dire mais je suis pas une vache à lait quoi, tu vois. Et effectivement le mindset est complètement différent, je trouve, en Europe ou aux US par rapport à ça. Et tu rajoutes à ça, comme tu l'as très bien dit, le fait que les gens qui vendent, généralement, c'est quand même très très mal fait, quoi. Tu vois, soit ils font des conférences, mais qui sont un peu creuses pour juste vendre un truc à la fin, soit ils passent 1 heure à pitcher un projet, mais il n'y a pas vraiment de lien, de hype autour de ça. En tout cas, je sais que moi, personnellement, par rapport à mon audience, par rapport à mes valeurs et ce avec quoi je me sens à l'aise, je préfère pas vendre pendant mon événement, perdre de l'argent, mais que les gens repartent avec, comme tu dis, le citer, une image de marque et de la communauté et un attachement à The Bee Boost de ouf, et qu'après, quand je relance à BSB quelques mois après, ils ont qu'une envie, c'est de signer et de le faire avec plaisir, quoi. Parce qu'encore une fois, ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende, quoi. J'ai un peu la même philosophie. Nous, on fait 1 ou 2 événements par an. En plus petit comité, c'est surtout avec nos clients, tu vois. C'est des petites salles, des petits groupes, 50, 60 personnes. Et on n'a Ça, c'est jamais déjà rien bien, hein. pitché. Ouais, c'est déjà pas mal. On n'a jamais rien pitché, mais pendant les 1 à 3 jours qu'on fait ces événements en général, il y a toujours nos équipes sales qui sont là, tout simplement parce qu'ils sont aussi coachs dans nos programmes, et donc en fait, ça a du sens qu'ils soient là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que on vend rien sur scène, on vend rien en off, on vend rien à table. Mais les discussions qui se créent fait qu'il y a des gens qui reviennent vers les sales la semaine d'après pour acheter des trucs. Mais du coup, là, vous laissez les gens revenir vers vous, en fait, où ils sont acteurs de leur décision d'achat et c'est quelque chose qu'ils ont pu mûrir. C'est pas, on leur a pas agité une carotte sous le nez comme ça en mode viens, achète ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, et effectivement, ça marche beaucoup mieux, puisque les gens se sentent en confiance, ils se rendent compte qu'ils peuvent être eux-mêmes, ils n'ont pas peur qu'on les pitch, ils n'ont pas peur qu'on les close, ils n'ont pas peur de répondre à une question qui en fait était une question piège, et enfin des trucs qu'on a déjà trop vus, hein. Malheureusement, il y a eu assez de caméras cachées pour voir les dérives du closing. Mhm. Et je pense que si tu respectes tes clients, que tu respectes ta communauté, le problème n'est pas de les exposer à des nouveaux produits pour qu'ils continuent à te donner des sous parce que tu fais des trucs cool. Le problème, c'est comment c'est fait. Et si tu gardes une certaine éthique de travail et des certaines valeurs et que tu le fais bien, les gens sont ravis de te donner plus d'argent si tu résous plus de problèmes. Tout à fait. Il faut le faire bien, puis il faut le faire au bon moment. Et peut-être que dans certains événements, c'est le bon moment de le faire. Et moi, j'ai le sentiment que dans mon événement, par exemple, pour parler que de moi, mais j'ai l'impression que toi, c'est pareil, que dans nos événements à nous, ben, c'est peut-être pas le bon moment. Parce que les gens, ils ont d'autres choses à vivre, d'autres expériences à faire, d'autres personnes, d'autres discussions à avoir, plutôt que d'être pitché pendant 1 heure sur scène ou d'avoir une discussion avec un closer au fond de la salle. Mmh. Tout à fait d'accord avec ça. T'as fait le choix d'être
au début, en tout cas, exclusivement sur podcast Instagram. Depuis, tu es de plus en plus présente sur LinkedIn aussi. Et pour autant, on ne voit pas trop sur Facebook, YouTube, pas non plus. Pourquoi ce choix? Comment tu fais pour garder le focus? Et surtout, comment tu fais pour pas avoir de FOMO, de pas aller sur YouTube? Comment tu fais pour rester discipliné en te disant, le podcast, je fais ça bien, je suis dans les premiers podcasts entrepreneurs français, Instagram, je fais ça bien, j'ai une communauté hyper engagée. Pour l'instant, je vais pas sur YouTube, même si ça a l'air super sexy là-bas. En fait, je trouve pas que ça a l'air sexy là-bas, c'est pour ça que j'y vais pas. Il y a beaucoup de gens qui me pitchent sur YouTube, et c'est vrai qu'il y a un potentiel exponentiel de ouf sur YouTube, mais en vrai, moi, ça m'attire pas. Faire de la vidéo, j'aime bien de temps en temps pour rigoler, mais très honnêtement, être sans cesse camera ready, genre make-upé, bien coiffé et tout, ça me saoule. C'est pour ça que j'adore le podcast, parce qu'il y a que ta voix, même si je commence à me filmer de plus en plus. YouTube, c'est tout un autre algorithme, c'est tout d'autres codes, c'est d'autres formats qui sont plus courts. Moi, je suis pas douée dans les formats courts. Moi, il me faut du format long où je peux raconter ma vie. Enfin, en fait, tous ces éléments-là font que même s'il y a plein de gens qui me pitchent YouTube, à aucun moment ça a été un truc en mode FOMO où je me dis, franchement, j'ai fait mon choix, le podcast marche bien. Est-ce que ça vaudrait le temps de mettre du focus, du temps, de l'énergie, de la charge mentale dans un autre réseau social où je sais que je suis pas particulièrement attirée par le format? Enfin, pour moi, la question ne se pose même pas, quoi. Je continue à faire ce qui fonctionne pour moi, c'est-à-dire le podcast Instagram. LinkedIn, je suis en train d'y mettre un petit pied au fur et à mesure de tâter la température. Ça a l'air plutôt cool, mais j'attends de voir, tu vois. Mais non, YouTube, non. Puis Facebook, franchement, à titre perso, je suis jamais sur Facebook, mais genre jamais, 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 quoi. Donc, j'ai pas du tout envie d'y être pour publier. Je comprends. Moi, à contrario, tu vois, le podcast, j'aime bien dans la théorie, mais j'ai jamais réussi à en faire marcher un, parce que je pense que je suis pas assez discipliné pour le penser comme un vrai élément à part entière. Et en fait, c'est toujours du repurpose d'autres trucs. Et donc, en fait, mon podcast marche jamais, contrairement à ma chaîne YouTube, par exemple. Et à côté de ça, tu vois, tu disais le format, caméra ready, etc. Moi, j'ai décidé de pas l'être. J'ai décidé que je serais jamais ready, que j'aurais toujours une tête de mec qui sort du lit en pyjama, et que ça attirera le public, ça attirera, mais comme ça, je m'emmerde pas. Et sur la qualité des formats qu'il faut, oui, YouTube s'est professionnalisé. Mais je me rappelle toujours dans ces moments-là que Jordan Peterson a fait des millions de vues avec un cours magistral de 7 heures sur la notion de Dieu, où on le voit en tout petit avec un son dégueulasse. Et donc le fond reste quand même très important malgré la forme, quoi. Alors, je suis d'accord. Ma croyance sur le sujet, parce que je peux pas dire que je suis une experte YouTube, mais ma croyance sur le sujet, c'est que même si je suis d'accord, c'est avec toi. Je pense que si aujourd'hui, en fin 2023, début 2024, tu veux percer sur YouTube et que tu te dis, je vais y être en mode moche, pas maquillé, zéro cut, des hésitations, des formats longs, c'est quand même compliqué, quoi. Je dis pas que c'est impossible. Chaque année, il y aura des personnes qui vont prouver que j'ai tort, mais si tu regardes une majorité, enfin, il y a quand même des codes à adopter, il y a quand même des formules qui fonctionnent. Et moi, qui sont pas les miens, en tout cas, ceux à quoi je suis habituée. Donc, j'ai l'impression que ça me coûterait 1000 fois plus d'énergie d'aller sur YouTube que, par exemple, de continuer le podcast. Par contre, tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme toi sur du YouTube et tout. Et sur du Facebook, surtout, qui cartonne. Donc ça, moi, j'adore tes posts Facebook. Les rares fois que j'ouvre mon Facebook, c'est toi que je vois direct passer. Merci. Mais tu vois, c'est la même chose que pour toi avec Instagram et le podcast. En fait, ça me demande pas d'effort. C'est des formats que j'aime bien, c'est des formats que je consomme, c'est des formats sur lesquels je suis à l'aise. Faire des vidéos, ça m'éclate. J'aime pas quand elles doivent être très compliquées, mais ça m'éclate d'en faire. Écrire des posts Facebook, ça m'éclate. Je fais ce que j'aime. Et je suis d'accord avec toi pour YouTube. En fait, t'as mis un élément de contexte en fait et une contrainte à la théorie qui est importante. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du très compliqué, très beau, très cut, très machin, très scénarisé pour faire du YouTube, avoir des abonnés et avoir des clients. Maintenant, si tu veux vraiment percer sur YouTube, on parle de 100 000, 200 000, 300 000 abonnés et plus, là, je suis d'accord avec toi, YouTube s'est professionnalisé et tu peux pas y aller les mains dans les poches en faisant n'importe quoi. Ouais. C'est bien, je trouve, que tu mettes... que tu fasses cette différence entre percer et avoir des centaines ou des dizaines de milliers d'abonnés et trouver des clients. Parce qu'effectivement, on le sait aujourd'hui, mais on le répète pas assez, les gens ne l'ont pas assez compris. T'as pas besoin d'avoir 80 000 abonnés sur Instagram, d'avoir 3 millions d'écoutes sur ton podcast pour avoir des clients. T'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés sur ton YouTube pour avoir des clients. Enfin, tu peux avoir 2000 abonnés, mais des clients qui rentrent toutes les semaines parce que ton contenu est fait pour ça, quoi. Donc, c'est très, très bien, je trouve, que tu le soulignes.
J'en discutais avec Antoine BM qui, à chaque fois, hallucine et là-dessus et se moque gentiment de moi parce que ma chaîne YouTube, moi, c'est au moment où on enregistre, c'est à peu près 5000 et quelques abonnés. C'est 300 à 500 vues par vidéo, tu vois. Il y a tout le monde qui se dit, ah, Jérémy, le mec, il n'y a pas d'audience. Alors, en fait, ma chaîne YouTube m'a rapporté 150 000 euros depuis le début de l'année. Donc, en fait, arrêtez avec vos grosses audiences magistrales, c'est pas une obligation. Ouais, puis audience ne veut pas dire chiffre d'affaires et chiffre d'affaires ne veut pas dire audience. Pareil, je connais tellement de gens qui font des millions, des millions, des millions et qui n'ont pas vraiment de réseaux sociaux, quoi. Enfin, ou alors qui ont des audiences de 5 000, 10 000 personnes, mais qui cartonnent en termes de chiffre d'affaires. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je connais des gens qui avaient 500 abonnés, qui ont fait leur premier 10K. Moi, à l'époque où je me suis lancé, j'ai fait mes premiers 100K sur une année. J'avais 1500 amis Facebook et 13 pelés sur YouTube. Taille d'audience ne veut pas dire chiffre d'affaires. Tu pourrais en soi avoir une audience très qualifiée et gigantesque. Et là, bien sûr, tu as beaucoup plus de CA que les autres. Mais beaucoup d'abonnés ne veut pas dire beaucoup d'argent. Et peu d'abonnés ne veut pas dire pas d'argent. Et ça, c'est important de se le rappeler. Et plus que ça, en fait, quand tu fais 100 vues, que tu as l'impression d'être nul, rends-toi compte qu'il y a 100 vrais humains qui se sont mis ensemble pour t'écouter parler d'un sujet de niche, quoi. Ouais, mais sans humain dans une salle de resto, dans une pièce et tout, tu vas voir que ça va faire du monde hein, d'un coup. Ouais. Et ça me fascine aussi. Ton podcast, c'est donc plus de 3 millions d'écoutes, top 5 catégorie entrepreneuriat en France. Et il y a quand même des gens un peu costauds à côté hein, qui ont pas qu'une boîte de formation, qui sont podcasteurs professionnels. Vraiment, c'est-à-dire que c'est pas leur canal de diffusion, c'est leur métier. Comment tu te sens vis-à-vis de ça, d'avoir autant de personnes qui t'écoutent en fait chaque semaine quand tu partages des choses? Bah, il y a une part très très honnêtement, il y a une partie de moi qui est très contente parce que c'est hyper flatteur. On le fait parce qu'on aime le faire et tu sais, on dit toujours: «Oui, il faut le faire parce qu'on a un message à transmettre et que même si une personne nous écoute et qu'elle peut aimer ce qu'on dit, c'est déjà génial et tout». On va pas se mentir, quand tu sais que tu sors un épisode de podcast puis que tu as 10 000 personnes qui vont l'écouter dans la semaine, il y a un côté qui est hyper flatteur. Égoïstement, ça nourrit beaucoup, aussi, l'ego et qui fait que tu as envie de continuer parce qu'il y a la reconnaissance donc ça n'a jamais été un stress pour moi. Au contraire, c'est plutôt un élément moteur. Et en même temps, il y a une autre partie de moi et qui est très contente que ce soit comme ça, qui se rend pas vraiment compte parce que ça reste des chiffres, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois 12 000 personnes ont écouté l'épisode ou 120 000 personnes ont écouté le podcast ce mois-ci, c'est un chiffre sur mon hébergeur de podcast. Je vois pas les 120 000 têtes en face de moi. Je pense que si tu me mettais dans un stade de France avec 120 000 personnes qui m'écoutent parler, je pense que j'aurais un niveau de stress différent. Donc, quelque part, c'est cool aussi de pas s'en rendre compte. Et c'est pour ça que j'aime bien le podcast aussi, parce que t'as pas l'audience directement en face de toi, même si j'adore la scène. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui s'en rend pas vraiment compte parce que ça reste relativement abstrait et qui, du coup, se sent encore libre de faire un peu ce qu'elle veut, de faire les vannes qu'elle veut, d'aborder les sujets avec l'angle que je souhaite, parfois de manière très légère, parfois de manière un peu clivante aussi. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et me connaissant, si demain tu me mettais les 120 000 personnes dans la rue en bas de chez moi et je suis censée faire un podcast pour elles, je pense que je me censurerais beaucoup plus parce que ce serait plus concret pour moi, quoi, si ça fait sens. Non, je comprends tout à fait, c'est pas intéressant. Je t'ai automatiquement mis dans la catégorie podcasteuse pas professionnelle parce que moi je te mets dans la catégorie dans ma tête entrepreneur qui utilise le podcast de façon très sérieuse pour diffuser son message. Mais toi, est-ce que tu te considères plus podcasteuse ou plus entrepreneur aujourd'hui? Ah, entrepreneur à 200%. Pour moi, tu dis podcasteur professionnel, c'est quelqu'un qui se rémunère grâce au podcasting. C'est pas mon cas. Il y a 0 sponsoring sur mon podcast. Je vends rien par rapport au podcast. J'utilise le podcast pour faire la promotion de mes produits, mais comme tu dis, pour moi, c'est un canal d'acquisition et un canal de communication, mais c'est pas mon métier. Donc, non, j'étais totalement alignée avec, avec l'étiquette que tu m'as donnée. C'est effectivement comme ça que je percevais les choses aussi. Pour moi, un youtubeur professionnel, un podcasteur professionnel, un blogueur professionnel, c'est quelqu'un qui est rémunéré pour son contenu, donc peut-être par du sponsoring, peut-être par des partenariats, peut-être par de l'affiliation, par des choses comme ça. Et à partir du moment où tu as tes propres produits que tu diffuses, pour moi, tu es entrepreneur avant d'être podcasteur, youtubeur, etc. Je suis d'accord. Enfin, moi, mon business model, si je devais me mettre une étiquette, ce serait je suis formatrice, tu vois, par exemple. Plutôt que d'être podcasteuse ou d'être instagrammeuse ou quoi que ce soit. Je suis formatrice. Ça mène une question intéressante. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Alors, ça dépend, Jérémy. Si c'est quelqu'un
Là, c'est la petite anecdote, tu vois. Mais si c'est quelqu'un, quand je suis en réseautage, networking, etc., bah, je dis juste, je suis formatrice, je fais de la formation en ligne. Si je suis en date, je dis juste, je suis à mon compte, je suis coach. Je minimise le truc. J'ai aussi plusieurs niveaux de discours, tu vois. Je vais dire que je suis dans la formation, je vais dire que je fais du contenu, je vais dire que je fais du consulting. Mais ce qui me rend un peu fou des fois, tu vois, c'est que je croise des gens qui sont pas de nos métiers. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, je fais de la formation marketing. Ah, moi justement, j'aurais besoin de quelqu'un pour mes réseaux sociaux. Non, je fais pas ça. Je suis pas Oui, community j'aurais besoin de manager, quelqu'un pour faire désolé. mon site internet. Et c'est fascinant. Et de plus en plus, je dis, je suis consultant en stratégie, quoi. Laissez-moi, foutez-moi la paix. C'est bien de dire le mot consultant parce que tout le monde voit ce que c'est sans savoir exactement à quoi ça correspond, donc ils osent pas trop poser de questions. Donc c'est très très bien, c'est une bonne voie de garage. Mais c'est complètement pour ça que je l'utilise, parce que consultant, ça fait un peu, tu sais, le mot compliqué, où tout le monde voit ce que c'est censé faire un consultant, mais personne sait exactement. Et puis en même temps, tu sais, consultant, ça fait genre métier intelligent, donc t'oses pas poser de questions, tu vas pas passer pour un con. Puis du coup, j'endors le truc comme ça, et puis comme ça, on me fout la paix, quoi. Exactement. Et à côté de ça, je sais pas si t'as ça des fois, et c'est clairement mon ego qui répond dans ces moments-là, mais putain, ça fait du bien. Des fois, j'ai des gens, j'essaie d'expliquer un peu ce que je fais, et tu sais, ils me disent, et alors, tu sais, avec la tête un peu baissée sur le côté comme ça de compassion, et alors, ça marche ton truc? Ben, cette semaine, j'ai fait ton salaire annuel, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce Ouais, que ça tu me le vis fait ça aussi. aussi C'est des vrai fois? que Alors, c'est vrai qu'au début, pareil, mon ego était un peu froissé par ça, tu vois, cette fameuse question, mais ça fonctionne parce que bah, quand tu dis je fais du marketing ou de la formation consultant, enfin, quand tu dis que tu es à ton compte, les gens ont encore cette vision du micro-entrepreneur qui galère les fins de mois, etc. Ouais. Mais maintenant, en fait, je sais pas, peut-être que ça te le fait aussi, mais j'ai tellement l'impression de plus rien avoir à prouver à personne que si une personne me pose la question, je me dis juste, bah, c'est sa perception à elle. Moi, je m'en fous, tu vois, elle sait pas en vrai ce que je fais. Je vais pas commencer à dire, bah oui, on fait du million, oui, j'ai des salariés, etc. Je dis juste, bah, tu sais quoi? Franchement, j'ai tellement de chance parce que ouais, ça fonctionne bien, j'arrive à en vivre, c'est incroyable. Et je dis juste ça et généralement, ah bon, bravo, félicitations. Et je me dis, s'ils ont envie d'avoir plus d'éléments et s'ils ont envie de vraiment s'intéresser au truc, bah, ils s'y intéressent, puis des fois, ils reviennent un petit peu penauds comme ça aussi, où il y a quelqu'un à côté de moi qui fait «Comment ça? Tu connais pas Aline The Bee Boost?» Et puis après ceux qui en parlent, tu vois? Mais non, non, sinon moi je suis juste en mode «Oui, oui, j'ai beaucoup de chance, ça fonctionne très bien, je me sens vraiment privilégiée, blablabla», quoi, tu vois? Moi, je pense que ça dépend qui demande, en fait. Si c'est des personnes qui demandent, entre guillemets, tu vois, naïvement, sans aucune forme de condescendance, je vais répondre un peu comme toi, bah ouais, franchement, on gagne de l'argent, il y a des équipes, les clients sont contents, on a trop de chance, c'est trop cool, on kiffe notre métier. Et quand ça va être plutôt du quinca plus, un peu condescendant, là j'ai un truc à l'intérieur de moi, et c'est pas le truc que je préfère chez moi, tu vois, c'est pas très beau, mais tu sais, genre j'ai envie de les écraser, quoi. Je comprends, j'ai un petit peu ce côté-là aussi, puis je me dis: «Franchement sur le moment, ça sert à rien, parce qu'il y a rien de bien qui pourrait sortir de cette conversation. Puis c'est des gens, généralement, après, quand ils se rendent compte plus tard de ce que tu fais, c'est des gens qui reviennent un peu la queue entre les jambes sur LinkedIn, te demander X ou Y service ou trucs comme ça, ou qui d'un coup sont intéressés par toi. Et là, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas de souci à laisser glisser, en fait, ces gens-là. Je je pense que tu as à ce stade plus de sagesse que moi, et moi j'essaye, mais il y a plein Mais de ça fois où doit j'y être arrive pas drôle. encore. Ouais, c'est marrant par contre, c'est humainement, c'est pas très beau, mais c'est drôle. J'aimerais bien avoir tes conversations Aline, j'ai une avec ces dernière gens-là, en question. vrai, je pense que je me marrerais bien. Ouais, c'est en général, c'est assez drôle. Aline, j'ai une dernière question pour toi. Si les personnes qui nous ont écoutés jusque-là ou nous ont regardés, ils devaient repartir avec une chose de cette conversation, un conseil, une idée, un partage, ce que tu veux. C'est ton moment, tu choisis. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouais, j'ai un message qui est bah, un des premiers messages qu'on a abordé ensemble, mais j'ai vraiment envie de remettre une couche dessus, c'est que tous les entrepreneurs aujourd'hui qu'on admire, quel que soit notre niveau actuel, c'est-à-dire que toi, les gens que tu admires, moi, les gens que j'admire, n'importe quelle personne qui est en train de nous écouter, là, les personnes qu'elle admire, en fait, tous, on sait pas ce qu'on fait. Je veux dire, on sait ce qu'on fait, mais on sait pas ce qu'on fait. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout maîtrisé, on n'a pas des connaissances que les autres gens n'ont pas, etc. Et que chacun à son niveau, ressent du syndrome de l'imposteur, des doutes, a des échecs. Tu vois, j'ai partagé mon trou dans la trésor sur le séminaire, etc. Enfin, on fait tous des conneries, des choses comme ça. Et qu'il faut pas penser que les gens qui ont réussi ou qui sont à un niveau plus avancé que nous
ont quelque chose que nous, on n'a pas. En fait, c'est juste des gens qui sont plus avancés sur le chemin, point. Mais, et là, je m'adresse aux auditeurs et vous pouvez être sûr que Jérémy, désolé Jérémy, je parle en ton nom, mais Jérémy, moi, on a aussi Non, des mais syndromes de t'inquiète, oui, moi aussi. l'imposteur. Il y a des moments. Voilà, il y a des moments où on se prend des murs, il y a des moments où on a envie de tout envoyer voler, il y a des moments où quand quelqu'un nous demande mais ça marche ce que tu fais, on a juste envie d'exploser la gueule, quoi. Donc en fait, on est tous pareils, c'est juste qu'on a des niveaux d'avancée business qui sont différents parce qu'on a roulé notre boss de manière différente, mais, et ça c'est même un message que j'aimerais adresser à la Aline d'il y a 3-4 ans, ne pas se minimiser parce qu'on est au début de notre parcours entrepreneurial ou parce qu'on gagne moins de X euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois. On est tous pareils et on est tous dans cette mouvance, et je pense que c'est ça qui distingue les gens qui réussissent des gens qui ont du mal à s'en sortir. On est dans cette mouvance de j'ai pas toutes les solutions, j'ai pas toutes les réponses, mais j'y vais quand même et j'accepte de trouver mes solutions au fur et à mesure, quoi. Voilà. C'est marrant parce que c'est un message que je partageais exactement dans un post LinkedIn en début de semaine et que je partageais en coaching avec un client en début de semaine et où je lui disais n'importe qui que tu croises, qui soit à 10 000 par an et qui se lance à peine ou qui soit à 10 millions par an, sache qu'il en chie, sache qu'il fait des erreurs, sache qu'il sourit sur les réseaux sociaux, mais il est au 3e mental breakdown de la journée et que même les gens qui ont plus de succès financier et professionnel que toi vivent les mêmes montagnes russes émotionnelles toute l'année. C'est clair. Totalement d'accord. Aline, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui veulent en savoir plus? Quel est l'endroit privilégié par lequel commencer? Bah écoute, merci Jérémy, puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, parce qu'1 heure de blabla, des fois, ça peut faire long. Alors, il y a un seul endroit, et après, à partir de là, vous pouvez retrouver tout le reste, c'est Instagram, @TheBeBoost. Venez me faire un petit coucou en message privé, parce que c'est généralement moi encore qui répond aux messages privés, donc ça fait toujours très plaisir d'avoir les petits débriefs, savoir ce que vous en avez pensé. Et un grand merci Jérémy pour ton accueil et d'avoir aussi bien mené cette discussion. J'ai adoré tes questions. Bah écoute, venant de toi et ton niveau de podcast, je prends ça comme un compliment et merci beaucoup.